Ce TP numéro 3 s'intitule Le contexte des formations des chaînes de montagne. Il s'agit de répondre à la problématique suivante. Comment les informations apportées par certaines roches peuvent-elles témoigner de phénomènes convergents? Quel est le moteur qui entretient cette convergence? Dans ce TP 3 parties, la première partie s'intéresse aux données de terrain que l'on peut trouver dans les Alpes franco-italiennes. Pour ce faire, plusieurs documents sont à notre disposition, notamment le logiciel Alpes. On l'ouvre et on clique sur Index. Et ensuite dans Entrée, et nous nous retrouvons sur une carte simplifiée de la chaîne des Alpes. Premier endroit que nous pouvons visiter, c'est celui-ci tout simplement. Nous sommes sur l'affleurement de Saint-Crépin et Guillestre. Si on s'approche un petit peu, on peut observer des fossiles qui sont des ammonites, des fossiles donc marins. Ces indices donc que nous pouvons retrouver dans les Alpes témoignent de la présence d'un ancien océan. Quand on dit océan, on pense forcément peut-être, bien sûr, à de la croûte océanique. Si on va faire un tour au niveau du massif du Chenaillet, voici le type d'affleurement auquel nous pouvons être confrontés. On peut trouver ce type de roches, des basaltes. Basalte ici, donc filon de basalte, et aussi des laves en coussin phylolava. Alors ceci doit vous rappeler les souvenirs de première, puisqu'en première, peut-être, vous avez vu ceci. Ceci correspond à des laves sous-marines formées dans un contexte bien sûr marin et qui sont surtout du basalte refroidi au contact de l'eau. Ici sur ces images, on voit ce processus de formation de ces laves en coussin. Au contact de l'eau de mer, ce basalte qui est produit au niveau de l'axe dorsal va se solidifier et former ces laves en boule, phylolava sont plutôt en coussin, avec cette forme caractéristique qui correspond à un refroidissement sous l'eau. De ces images et de ce qu'on peut relever au niveau des Alpes, on peut donc déjà conclure qu'il y avait présence d'une dorsale en plein dans les Alpes. Du basalte à ce niveau-là. Ici, un autre affleurement avec une couleur différente. On trouve du gabbro. Basalte, gabbro, nous avons les deux éléments, les deux roches principales qui composent une croûte océanique. Un peu plus loin, allons faire un tour à la cabane des douaniers, et on trouve des péridotites. Péridotites, c'est la roche principale qui compose le manteau supérieur rigide ainsi que l'atmosphère. Nous sommes donc en présence, si on fait le bilan de ceci, basalte en hauteur, gabbro qui compose une croûte océanique, et nous avons en dessous de la péridotite. Nous avons donc un morceau de lithosphère océanique présent en plein dans les Alpes. Ces lambeaux de lithosphère océanique, on les appelle des ophiolites. L'ensemble de ces trois roches, basalte, gabbro, péridotite, s'appellent des ophiolites. Elles correspondent à des restes de lithosphère océanique bloqués dans une chaîne de montagnes. Nous avons donc vu qu'il y avait des traces de fossiles marins qui révèlent la présence d'un océan. On a découvert en profondeur, un affleurement de la lithosphère océanique. La question que l'on peut se poser, peut-être, est la profondeur de cet océan. Peut-on trouver des indices de la profondeur de cet océan? Ici, si on s'intéresse à cette partie-là, la voici, on peut trouver ce qu'on appelle des radiolarites. Alors, déjà, on voit l'aspect un peu ici, on verra que c'est notre renseignement qui nous intéressera un peu plus tard. Radiolarite, ce terme radiolarite vient du mot radiolaire. Les radiolaires sont ces fossiles que l'on peut voir ici, qui sont en fait des fossiles de foraminifères planctoniques. Ce sont des, comme l'indique l'échelle ici, des êtres vivants qui sont microscopiques
des animaux qui en fait sont présents au fond de la surface des océans. La particularité de ces radiolaires est qu'ils sont faits de silice. Alors certains ont un test qui correspond à une coquille calcaire, d'autres l'ont en silice. Ce qui est intéressant à noter avec ce fossile, c'est que ces fossiles, ces êtres vivants, quand ils meurent, se déposent au fond des océans et à partir de certaines profondeurs, leurs tests vont se dissoudre en quelque sorte, ce qui fait qu'à partir de certaines profondeurs, on ne trouve plus de fossiles de plancton calcaire. Et ce qui est étonnant, c'est que ces fossiles de radiolaires qui sont assez siliceux, à partir de certaines profondeurs, en l'occurrence 3 mm, on ne les retrouve plus que. On ne retrouve plus que. Ils sont en fait les seuls. Tous les sédiments calcaires sont dissous. Et ces sédiments vont former ce qu'on appelle des couches, qui avec le temps vont former des roches appelées radiolarites, comme celles que vous pouvez voir à ce niveau-là. Et dans les Alpes, eh bien, on retrouve ces radiolarites en plein, vous voyez, de la chaîne de montagne. Que peut-on conclure de ceci? Eh bien, la présence de ces radiolarites, qui ne se forment qu'à partir de 3 mm de profondeur, vous voyez qu'elles sont présentes seules ici à ce niveau-là, on peut en conclure que cet océan présent dans les Alpes avait une profondeur supérieure à 3 mm de profondeur. La présence de ces radiolarites est donc un indice qualifié de bathymétrique, un indice de profondeur. Donc, pour résumer pour l'instant, on a découvert que dans les Alpes, il y avait présence d'un océan, notamment révélé par les fossiles, d'au moins 3 mm de profondeur. Alors, peut-on retrouver des indices qui montrent que cet océan a été créé au niveau d'une dorsale? Alors, déjà, effectivement, on a retrouvé des basaltes en coussin, mais on peut remarquer aussi d'autres structures assez intéressantes comme celle que nous avons ici. Alors, vu comme ça, ça ne parle peut-être pas trop, mais si on définit un petit peu les différents éléments, certaines choses peuvent apparaître. Ici, si on prolonge un petit peu la structure, on peut voir une forme assez particulière qui doit vous rappeler des souvenirs de première S. Je repasse au contour. Et ici, en fait, ce que révèle le schéma que je viens de faire sur le terrain, en quelque sorte, cette photo d'affleurement, nous sommes en présence de blocs basculés avec des sédiments Saint-Rift. Alors, pour en revenir en fait, plus précisément au document qui nous intéresse, voilà, en fait, nous sommes en présence de ceci que vous avez sur le schéma. Alors, pour aboutir à cela, vous le voyez, ce que nous avons vu, c'était une marge passive. Alors, ce que nous appelons aussi marge continentale. Ce que nous avons ici, en fait, correspond aux, ce qu'on pourrait appeler les lèvres de l'océan, les côtés de l'océan, les marges de l'océan. Et en fait, ces blocs basculés sont constitués de croûtes continentales. À la base, tout ceci était réuni et assez écarté pour former ce fameux océan. Alors, ceci peut être expliqué et mieux plus visible peut-être avec un logiciel que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, ce logiciel, un peu avant, ce niveau-là. Voilà. Ici, si on prend ce logiciel, on va repartir en quelque sorte au niveau de la première S. Au départ, nous avons donc, alors bien sûr c'est un modèle simplifié, au départ nous avions une croûte continentale et à un moment donné, suite à des mouvements, à des remontées de manteau, il peut se produire un phénomène d'extension. Et là nous aboutissons à des failles normales que l'on voit ici, ainsi que l'apparition de blocs. Si ces mouvements d'extension continuent, on voit apparaître ce que l'on appelle un rift avec ces fameux
bloc basculé que l'on voit se dessiner ici et coulisser le long de ces failles normales. Si ce prolongement, ce mouvement d'extension se fait, de l'eau peut commencer car on crée un point bas, de l'eau peut s'engouffrer, et si on continue encore un petit peu, ce mouvement d'extension, bien sûr ceci prend une durée, d'un point de vue géologique, une durée très longue, eh bien on observe progressivement que le manteau le magma finit par remonter et va ainsi former le début d'une dorsale. Si nous avons la dorsale qui est formée à ce niveau-là, et ce qui est dessiné ici en bleu correspond à l'apparition de la croûte océanique. On verra que progressivement, suite notamment à la subduction, eh bien, cet océan va grandir, et nous voyons ici la croûte océanique produite dans l'axe de la dorsale, souvenir de premier S. Ceux que vous distinguez ici correspondent à des sédiments qui seront déposés par ceux qui sont par-dessus les pommes sur le bloc, correspondent à des sédiments qui sont déposés pendant le mouvement de ces blocs. On appelle ça des sédiments serrés. Dans les structures qu'on peut retrouver dans les Alpes, eh bien, ce que j'ai montré juste avant, eh bien, ça correspond à ces structures. Je l'ai dessiné tout à l'heure ici pour vous retrouver là. Eh bien, ces structures, on peut les observer aussi au niveau des Alpes. Donc, si on repart dans ces fameuses Alpes, on a trouvé des indices de l'ouverture d'un océan, avec la présence de ces blocs basculés, avec des sédiments par-dessus. On a découvert des indices qui montraient que cet océan a grandi, puisqu'on a trouvé ensuite de la croûte océanique, on a trouvé aussi du manteau supérieur rigide. On a donc ce qu'on appelle des ophiolites, des lambeaux de lithosphère océanique coincés dans une chaîne de montagnes. Et nous avons pu faire une estimation aussi à partir des fossiles qu'on a pu trouver de la taille, de la profondeur de cet océan, puisqu'on estime à au moins 3000 mètres de profondeur. Alors ce qui est étonnant, bien sûr, c'est que cet océan n'existe plus, donc cet océan a fini par disparaître. La question qui se pose, c'est comment est-ce qu'il a pu se disparaître? Alors, dans les Alpes, on peut trouver aussi d'autres indices. Notamment, il y a un endroit particulier appelé le Guil, on appelle aussi le Guil, et à côté aussi du mont Viso, on peut trouver des ophiolites assez particulières. Alors, si on s'intéresse à ces ophiolites, y compris à ce niveau-là sur l'affleurement, eh bien, on constate que ces gabbros, normalement, un gabbro possède du pyroxène, il possède aussi des amphiboles, et là, on voit apparaître un minéral particulier, du glaucophane. Ce gabbro a subi une transformation. Alors, ce glaucophane, vous l'avez ici, il forme des auréoles bleues autour du pyroxène que vous avez ici, par exemple. On voit aussi d'autres minéraux, on voit aussi apparaître de la chlorite. Donc, de nouveaux minéraux apparaissent. Ce gabbro a subi une transformation. On parle de roches métamorphisées. Si on continue à s'intéresser à cet affleurement, on peut trouver aussi d'autres roches très particulières. Ici, vous êtes en présence d'un basalte entre guillemets qui possède ces petits minéraux rouges appelés des grenats, avec une valeur qui est marchande assez importante, on s'en sert aussi pour faire de la bijouterie. Ce basalte a été transformé à une nouvelle roche, vous voyez, car des minéraux sont apparus, des grenats. On appelle ça une éclogite à grenat. Alors, on a vu qu'il y avait la transformation de l'océan, et là on trouve des roches assez particulières transformées. Or, nous avons vu dans les TP précédentes que ces transformations de roches se faisaient quand la roche subissait des changements dans les conditions de température et de pression. Nous pouvons donc déjà en déduire que ces roches ont subi des transformations, des changements. Autre indice intéressant, on peut trouver ici la présence de certains plis. Alors, vu aussi dans le TP précédent, la présence de plis indique des mouvements de convergence, des contraintes compressives. Et si on va faire un tour du côté du col de l'Otaré, là par contre, on peut trouver d'autres éléments très intéressants. On voit comme des couches ici, vous le constatez, qui sont en surface ici, d'autres roches.